On aurait pu résumer l'importance de s'aimer, parce qu'on va voir combien c'est essentiel, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Alors juste, je ne sais pas si vous êtes venu au début de cette webconférence avec la bande-annonce, vous avez pu voir cette ambiance des stages, parce que je vous dis ça parce qu'on en sort à peine, on vient de quitter une retraite dimanche, et on retrouve cette ambiance chaleureuse, bienveillante, et croyez-moi, les images traduisent vraiment assez bien, assez fidèlement l'esprit de ces stages qui est où on retrouve vraiment cette bienveillance à la fois envers les autres, mais aussi envers soi-même. Et c'est de ça dont on va parler ce soir, parce que c'est vraiment indispensable, puis surtout les clés pour parvenir à cette bienveillance à l'égard de soi-même, parce que ça paraît un petit peu curieux dans notre culture, quand on parle de bienveillance à l'égard de soi-même, aussitôt, les gens se disent, mais c'est égoïste ou c'est narcissique. Et on va voir que c'est tout l'inverse, parce qu'il faut vraiment bien comprendre, avant de pratiquer la bienveillance ou ce qu'on appelle la compassion, l'amour et la compassion envers soi-même, il faut bien comprendre d'abord ce que c'est que la compassion. Et c'est important de comprendre aussi ce que c'est que l'amour. Si on ne comprend pas ce que c'est, on ne va pas appliquer et on va tomber dans quelque chose de très affectif qui est dans de l'attachement. Et le narcissique, lui, n'aime que l'image qu'il a l'impression de donner aux autres. Donc il est très attaché à son image. Ça peut être l'image physique, mais ça peut être aussi son statut social, où il se sent quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on regarde. Et il y a des personnes comme ça qui ont besoin d'un public, pas forcément les artistes. Il y a certainement une bonne dose de narcissisme chez les artistes, et c'est évident, mais bon, c'est pour le bien de tous, donc on va pas s'en plaindre, mais quand c'est souffrance, parce que on réalise à quel point on dépend de l'approbation et de la désapprobation des autres. Si quelqu'un manifeste quelques sentiments négatifs à notre égard, ou des critiques, par exemple, eh bien, on ne va pas se sentir bien, parce que on va voir combien l'amour de soi est quelque chose qui va vraiment nous aider à retrouver, à avoir de l'estime de soi, du respect de soi. Mais on va en parler. Ça, c'est vraiment très important. Je vais vous le dire en fait tout à fait autrement, et vous allez comprendre tout de suite. Est-ce que vous feriez un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas? Forcément non. Bon, sauf si vous êtes un saint. Je doute que vous soyez un saint ou une sainte. Enfin, en tout cas, si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de venir à ma conférence. Mais non, vous ne feriez pas de cadeau. Donc, pourquoi est-ce que vous feriez à vous un cadeau si vous ne vous aimez pas? Et on voit, c'est quelque chose de catastrophique. Je parlais des stages tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est assez récurrent. On le retrouve pratiquement en permanence, la difficulté qu'ont les gens de recevoir de l'amour. D'arriver à recevoir de l'amour déjà des autres. Donc vous imaginez, de soi. C'est comme si finalement c'était pas légitime d'être aimé. Et je me dis, mais c'est quand même extraordinaire, parce que c'est ce qui rend heureux. On sait très bien, aujourd'hui, il y a assez d'études qui ont été faites à ce niveau-là. Quand un enfant a été aimé, je ne parle pas de l'amour possessif, bien sûr, qui est destructeur, mais de cet amour vraiment bienveillant, où on est capable de reconnaître l'enfant pour ce qu'il est. Parce que, je rappelle, entre guillemets, rapidement, que l'objectif, le rôle des parents, c'est d'apprendre aux enfants à devenir autonomes et à voler de leurs propres ailes et à construire eux-mêmes leur propre bonheur à travers tout ce qu'ils vont réaliser. Ça, c'est l'autonomie. D'ailleurs, c'est Robert Sabatier qui disait que l'éducation consiste à aider l'autre à se passer de nous. Donc, il n'y a pas de dépendance. Donc, je reviens. Est-ce que vous allez faire un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas? Ben non. Donc, comment est-ce que vous allez vous faire un cadeau? Comment est-ce que vous allez vous faire le cadeau d'une vie accomplie, le cadeau d'une relation épanouissante, le cadeau d'une activité professionnelle dans laquelle vous êtes heureux, épanoui, le cadeau de relations enrichissantes avec les autres? Et oui, vous voyez, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important, parce que vous êtes la source finalement de tout ce qui vous arrive, dans le sens où j'entends régulièrement
on a cette propension à accuser l'extérieur, à dire c'est de la faute aux parents, ils m'ont pas bien éduqué, j'ai pas eu de chance, c'est la faute à pas de chance, c'est de la faute aux autres parce que il y a toujours des gens qui viennent se mettre en travers de mon chemin. Mais j'ai eu le bonheur, vous le savez peut-être, mais j'ai eu le bonheur de passer beaucoup de temps avec des sages de différentes traditions, indiennes, tibétaines, occidentales, et j'ai fréquenté un grand maître du nom de Shimen Rinpoche pendant 15 ans, qui était un être absolument incroyable, parce que il incarnait tellement ce qu'il transmettait, on l'appelait la force immobile. Il avait une présence, et pour moi c'était une source d'inspiration absolument fabuleuse, parce qu'il avait une telle présence, mais une présence c'est assez impressionnant. On avait l'impression que, je sais pas, si une bombe tombait sur ses pieds, il allait continuer à boire son thé tranquillement. On avait l'impression qu'il n'y avait pas grand chose qui le perturbait. Et je trouvais ça vraiment fantastique. Et je ne sais plus pourquoi d'ailleurs je vous parle de ça. Bon, peu importe. Mais et ces sages nous ramènent vraiment à comprendre que c'est nous qui... Voilà, ça y est, je me souviens. C'est nous qui créons notre histoire. Et Shimen Rinpoche avait l'habitude de dire, mais les obstacles ne sont pas à l'extérieur. Les obstacles à l'extérieur reflètent vos propres obstacles. Et donc ça appuie ce que dit Phineas Kimby, ce philosophe américain de je ne sais plus quel siècle, qui disait, votre vie finalement n'est que le reflet de vos propres pensées. Le problème, c'est qu'on a peu conscience de nos pensées. D'ailleurs, Jung disait toujours, plus une pensée ignorée par la conscience, plus elle a de chances de se transformer en destin. Et pour les bouddhistes, notre vie, c'est une émanation de notre esprit. C'est ce qui leur fait dire que, finalement, les événements sont un retour vers soi du passé. C'est-à-dire que tant qu'il y a une espèce de résonance avec nos perceptions qui font qu'on se retrouve dans cette vie. Donc je reviens à l'importance d'apprendre à s'aimer, parce que plus vous allez avoir de l'amour pour vous-même, et on va redéfinir ces termes parce que c'est quelque chose de très mal compris, eh bien plus vous serez en mesure de vous apporter des choses positives dans la vie. Et puis surtout, c'est ce qui vous protège, parce que j'entends tellement parler de maltraitance, c'est ce qui vous protège de la maltraitance. Pourquoi ? Parce que on sait, et il y a eu suffisamment de développement, il y a un psychologue d'ailleurs qui parlait de ça, qui parlait de ces espèces de jeux relationnels très inconscients entre, par exemple, un manipulateur et sa victime, et où derrière il y a des besoins de reconnaissance, des besoins d'être aimé, des peurs d'être abandonné, enfin bref, c'est quelque chose d'assez complexe pour pas le développer ici. Et finalement, on va chercher l'amour à l'extérieur, ce qui crée des dépendances et parfois des relations très très compliquées. Alors que quelqu'un qui a de l'amour pour lui-même, de l'estime de lui-même, il n'a pas besoin de dépendre de l'autre. Je parle dans le sens de la dépendance. Il a besoin de l'autre pour co-créer une relation. Mais là, on est co-créateur de la relation. C'est pas du tout pareil. Ce qui importe, c'est ce qu'on met dans la relation, c'est pas ce qu'on va obtenir, puisqu'on sait que c'est ce qu'on va mettre dans la relation qui va nous enrichir. Donc, si on prend soin de notre relation, en évitant, par exemple, de mettre des non-dits, d'y mettre des mensonges, les petits mensonges, c'est peut-être pas trop grave, mais s'il y a des choses, on voit à quel point on a une responsabilité pour nous, et les gens ont du mal à penser nous. On pense moi dans une relation, oui, l'autre il est pas gentil avec moi, il me donne pas ce que je veux, etc. L'autre fait pareil, et ça rend la relation très compliquée. Alors que deux êtres qui ont de l'amour pour eux-mêmes, qui se respectent eux-mêmes, eh bien, eux vont se préoccuper de leur relation, et donc ils vont y apporter tout ce qui est positif. D'ailleurs, quand je démarre un stage, je dis toujours aux personnes qui viennent, je leur dis, dans ce stage, vous allez y trouver ce que vous allez y mettre.
Donc si vous venez et que vous êtes fermé comme une huître, ben vous n'allez rien recevoir parce que vous êtes fermé et vous allez repartir frustré, déçu parce que vous ne vous êtes pas ouvert. Alors que si vous vous ouvrez et puis qu'en plus vous essayez d'être autant que possible, d'y apporter de la bienveillance, d'y apporter de l'amour, du respect envers vous-même, envers les autres, eh bien vous allez voir, le résultat est quelque chose d'extraordinaire. Et ça ne manque pas à chaque retraite que j'anime. À la fin, les gens disent, mais c'est extraordinaire. J'ai regardé des gens dans les yeux, des gens que je ne connaissais pas, et de ressentir un amour bienveillant. Et c'est absolument fabuleux. Alors d'abord, il y a plusieurs choses. Après, je vous parle tout de suite des clés. Comment parvenir à ce respect et cet amour de soi, parce que c'est bien de faire de la théorie, c'est bien de raconter des histoires, mais si vous ne savez pas comment faire, ça va être très difficile. Il y a deux choses. Comme j'ai bénéficié de nombreux enseignements de la part de tous ces guides, et puis surtout que j'ai mis en pratique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 50 ans que je pratique la méditation, et ça fait 36 ans que j'enseigne, avec un bonheur renouvelé, parce que c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Donc, qu'est-ce que c'est que la compassion? On va commencer par la compassion. Vous regardez le dictionnaire, le Larousse, qu'est-ce qu'ils disent? Souffrir avec. Je me suis dit, mon Dieu, je comprends qu'on n'ait pas envie d'avoir de compassion pour les autres, parce que si c'est pour se torturer, et c'est vrai que c'est ce qu'on a tendance à pratiquer. Je vois tellement de gens qui souffrent avec les autres. Ah, j'ai mal pour lui, ah, et puis ils sont mal, et je vois tellement de gens aussi, vous savez, les Saint-Bernard qui courent après tout le monde, qui veulent aider tout le monde, mais qui s'occupent pas d'eux-mêmes. Souvent c'est une fuite pour ne pas s'occuper de ses propres difficultés, et ce sont souvent ces personnes qui ont le plus de mal de recevoir. Donc qu'est-ce que c'est que la compassion? Qu'est-ce que c'est que l'amour? La compassion, c'est d'abord, c'est le résultat d'un examen de conscience. C'est-à-dire qu'on doit arriver à regarder, c'était la première noble vérité de Bouddha, la première noble vérité de Bouddha, c'est la souffrance. C'est-à-dire de reconnaître notre état de souffrance. Parce que tant qu'on triche avec soi-même, tant qu'on se voile la face, tant qu'on n'admet pas, effectivement, qu'il y a des événements, des circonstances chaque fois qui me mettent au 36e dessous, on ne peut pas aller vers la libération. Et c'est la deuxième noble vérité. La deuxième noble vérité de Bouddha, c'est quoi? Les causes de la souffrance. Et ensuite, troisième noble vérité, le chemin qui mène à la libération. Donc, et ensuite, quatrième, la réalisation, ou l'éveil pour ceux qui connaissent un petit peu le bouddhisme. Donc, la première chose, c'est reconnaître la souffrance. Ensuite, quelles sont les causes de la souffrance? Alors, je ne vais pas vous dire tout de suite, mais imaginez que quelqu'un vous fait une remarque désobligeante. Vous allez lui dire, ça me fait de la peine, ça me réveille une douleur, donc c'est de sa faute. Sauf que si c'était de la faute à la personne à l'extérieur, toutes les personnes qui reçoivent cette remarque devraient ressentir la même chose. Alors vous savez très bien, vous mettez 10 personnes face aux mêmes circonstances, vous aurez 10 perceptions différentes, 10 réactions différentes. Et même parfois une absence de réaction si la personne, ça ne l'affecte pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce que je ressens est propre à moi, est propre à ma perception de la situation, une perception qui n'est pas forcément consciente. Et une autre personne, imaginons une personne qui a suffisamment de détachement, qui n'est pas du tout affectée, personne fait une remarque désobligeante, et puis il va sourire et ça va le laisser tranquille. Une autre personne, ça va la mettre en colère, l'autre, ça va le faire pleurer, enfin bon bref, chaque personne va avoir une réaction qui lui est propre. Et donc cette réaction, elle est liée à la perception qu'on a de la situation, qu'on appelle une représentation mentale en psychologie moderne. Donc on a tous une représentation de la situation qui est plus ou moins consciente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien mon esprit qui crée la souffrance. C'est bien mon esprit qui crée la jalousie. C'est bien mon esprit qui crée la colère. La colère, elle ne vient pas de l'extérieur. Ça me rappelle d'ailleurs une petite anecdote, ça se passait dans un ashram, et puis il y a un disciple qui vient voir le maître et qui lui dit, écoutez, j'en peux plus, mon copain de chambrée me met constamment en colère. Et puis le maître lui dit, il t'a pas mis en colère. Mais si, il m'a mis en colère, regardez, je suis hors de moi. Et le maître, il rigole, il t'a pas mis en colère. Il a réveillé de la colère en toi. La colère t'appartient.
Et encore une fois, je répète, dans une même situation, on aura peut-être une autre réaction qui est totalement différente chez une autre personne. Donc, tant qu'on n'a pas cette honnêteté envers soi-même, cette honnêteté, je dirais, spirituelle, de reconnaître c'est bien là qu'est la vraie cause de la souffrance. Alors vous allez me dire, si quelqu'un vous agresse, mais c'est la même chose. Vous aurez 10 attitudes différentes face à une même agression. Regardez, même dans les cas, je vais prendre des cas extrêmes, c'est très bien dans les camps de concentration. On a eu des personnes qui s'en sont sorties. Je ne vais pas dire que c'est que j'ai pas de compassion pour les autres, bien au contraire. Mais on voit qu'il n'y a pas une personne qui va vivre la même chose. Et on voit dans des drames, dans des agressions, nous on le voit d'ailleurs régulièrement dans les stages, on voit des personnes qui ont subi des agressions, et bien chaque fois on a des réactions très différentes. Des personnes le vivent chaque fois très différemment. Et il y a des personnes, en général, s'ils viennent à un stage, c'est qu'il y a déjà une résilience, il y a des personnes qui sont très résilientes, qui sont capables, comme disait Julius Evola, de transformer le venin en remède. Alors je vous citerai plein de cas comme ça, de personnes qui ont vécu des choses, mais vraiment abominables. C'est même difficile d'en parler tellement c'est abject ce qu'elles ont pu vivre, mais elles ont réussi à transformer leur vie. Si la souffrance venait des causes extérieures, elles n'auraient jamais pu transformer leur vie. Elles n'auraient jamais pu se réformer. C'est donc bien au niveau de l'esprit que ça se passe. Et donc ça, c'est la première chose dont parlait Bouddha, de reconnaître les causes de la souffrance. C'est bien mon esprit qui, effectivement, est à l'origine de la colère que je ressens. C'est bien lui. Et c'est bien la colère elle-même qui me fait perdre la sérénité. Et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se justifie pas. C'est tout à fait compréhensible, sauf que quand je ressens de la colère, c'est moi qui souffre. C'est pas la personne qui est peut-être déjà plus là, et moi je suis avec ma colère tout seul. Et je prends l'exemple de rupture. Il y a des personnes, parfois, des années après, elles n'arrivent pas à se remettre d'une rupture. La personne, elle n'est plus là, elle a peut-être même refait sa vie, elle a des enfants, et la personne est encore en train de se faire souffrir avec cette rupture. Et c'est bien son esprit qui crée cette souffrance. Donc, si on arrive à cette honnêteté, là, on sait clairement quelles sont les causes de la souffrance. Donc, la compassion, ça va être quoi? C'est de se souhaiter à soi comme aux autres, de se libérer des causes de la souffrance. Puissais-je me libérer des causes de la souffrance? Et quand on souhaite à quelqu'un, c'est pas oh le pauvre ce qui lui arrive, parce que souvent on a tendance à avoir de la compassion juste pour ceux qui sont malheureux, etc. Et la compassion, c'est pour tous, et elle ne dépend pas du comportement de l'autre, parce qu'on peut ne pas apprécier le comportement de l'autre, mais on peut lui souhaiter de se libérer des causes aussi de la souffrance. L'amour, c'est quoi? C'est d'identifier les causes du bonheur. Quelles sont les causes du bonheur? C'est justement la bienveillance, nos qualités humaines. Je fais un parallèle. Vous êtes plein de colère. Est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes plein de jalousie. Est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes plein de peur. Est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes bouffé par la convoitise. Est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes happé par le désir. Est-ce que ça vous rend heureux? C'est juste la question que je vous pose. Et vous savez très bien que c'est pas vrai. Par contre, si vous ressentez de la bienveillance, si vous ressentez de l'amour, si vous avez de la compassion, comment vous vous sentez? Si vous avez de la gratitude, j'imagine que ça vous est déjà arrivé de ressentir de la gratitude, comment vous vous sentez? Bien, vous vous sentez bien. Quand vous manifestez un amour sincère pour une personne, je parle pas de l'amour, encore une fois, je ne parle pas de l'amour attachement, mais vraiment cette capacité à souhaiter du bonheur à l'autre, eh bien vous vous sentez bien. Donc c'est bien les causes du bonheur. Ce sont bien les causes du bonheur. Après, la question, c'est de le mettre en application, c'est de le cultiver, et ça prend du temps. Donc, on a bien compris qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que la compassion. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas de l'attachement, c'est un état. Alors, il y a, dans les cours dont je vais vous parler après, il y a de nombreux chapitres sur la question, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est très important de le comprendre si vous voulez pratiquer correctement. Parce que je vois tellement de personnes, ça nous arrive régulièrement, des remarques des personnes qui nous disent « Oui, vous n'avez pas été altruiste avec moi, parce qu'on n'a pas répondu à leurs désirs. » Mais ça, c'est pas de la compassion. Ça, c'est de l'esclavage. Quand vous commencez à dire oui à tout le monde, là, vous devenez... c'est l'enfer. Alors que la bienveillance, c'est je comprends ta situation, mais c'est toi qui dois prendre en charge ta vie. Pas, moi, je ne peux pas prendre ta vie en main. Donc, ça, c'est permettre à l'autre de devenir autonome, de se réapproprier sa liberté. Et sa liberté,
de se libérer de sa souffrance. Donc, la compassion, pour moi-même, va consister à me souhaiter de me libérer des causes de la souffrance. Et maintenant, dit comme ça a l'air simple, mais maintenant, c'est la mise en application. Alors, je vais vous parler, parce que je vous ai dit, ça fait 36 ans que j'enseigne la méditation. Alors là aussi, je donne d'ailleurs des conférences sur la méditation. Il y a beaucoup de confusion sur la méditation. Souvent, on entend aujourd'hui beaucoup parler de la pleine conscience, du MBSR, c'est des termes qui font assez bien comme ça. Mais les gens pensent que c'est ça la méditation. Ça, c'est une toute petite partie de la méditation. La méditation, les bouddhistes sont très clairs là-dessus, c'est un entraînement de l'esprit. C'est autant de moyens, de pratiques, pour vous permettre d'avoir les clés pour réformer votre esprit, pour l'infléchir dans le sens du bonheur. Et de retrouver cette sérénité et de vous défaire des causes, des véritables causes de la souffrance et d'actualiser les causes du bonheur. Donc voilà, j'espère que c'est clair jusque-là. Donc maintenant, on va voir ces différentes clés. Là, j'enseigne 31 clés, vous verrez, c'est un cours très complet. Si vous avez envie d'y accéder, il n'y a pas d'obligation. Si vous avez envie d'y accéder, vous pouvez le faire à la fin de cette conférence. La base, ça, c'est la première chose, c'est de stabiliser sa conscience. Pourquoi? Parce que vous regardez, en état ordinaire, en état vigile ordinaire, notre conscience a la fâcheuse habitude de suivre les pensées. Et donc on a tendance à partir dans tous les sens. Et d'ailleurs souvent les gens, quand ils commencent à pratiquer, ils disent ça part dans tous les sens. Ben oui, vous êtes complètement dispersés. Et ça, c'est l'ennemi juré de la réussite. Quand je parle de réussite, je ne parle pas forcément de réussite sociale ou professionnelle, dans tous les sens du terme. Ces personnes qui parlent dans tous les sens, elles n'arrivent pas à se rassembler et d'être présents, d'avoir cette présence. Vous savez, la présence dont je vous parlais tout à l'heure de ce grand maître, cette présence est assise, d'être là. Et quand vous êtes vraiment là, ça permet vraiment d'aller loin. Alors je vois que je commence à avoir des questions. Alors je vous demande juste de poser des questions. Après il y aura un question-réponse. Je la note. On parle de dépendance affective. On va en parler parce que ça je connais assez bien le sujet. Donc on va aborder ce sujet. Donc la première étape, c'est d'arriver à cette stabilité pour éviter d'aller dans tous les sens. Et on est dans une culture qui favorise la dispersion. Regardez, on est sursollicité de partout. La télévision, l'ordinateur, en plus, statistiquement, on considère aujourd'hui, notamment en France, les gens passent 5 heures devant un écran. C'est considérable, je me dis, c'est fantastique. Alors quand on dit aux gens, prenez un quart d'heure pour pratiquer, les gens ils disent, mais j'ai pas le temps. Vous prenez un quart d'heure sur les 5 heures, ou vous passez sur votre écran, et puis ça va. Et donc, alors attendez, j'ai juste donné un mot, il y a une personne qui est en train de me donner les questions. Je vais lui demander de ne pas mettre les questions pour l'instant, parce que c'est un petit peu gênant. Donc je vous demande vraiment, posez les questions, on va vous laisser, il y a un moment je vous donnerai le feu vert pour poser vos questions, on va déjà en noter, mais là je vais d'abord terminer cette conférence pour que vous ayez déjà tous les éléments. Restez avec moi pour l'instant, vous dispersez pas, je sais que vous avez plein de questions, mais restez concentrés, je pense que ça va vous donner pas mal de réponses, des réponses déjà à vos questions. Donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver à stabiliser la conscience pour qu'elle ne parte plus dans tous les sens, qu'elle ne suive plus les pensées et donc forcément les émotions, et pour qu'on acquiert cette stabilité aussi? Eh bien, vous possédez une faculté naturelle que vous possédez tous, c'est l'attention. Vous savez qu'à l'origine, la méditation, ça fait 4000 ans, on a des traces archéologiques de pratiques de méditation. Ça a été surtout évidemment révélé avec le Bouddha. Bon, il y avait déjà des pratiques, mais le Bouddha a été un grand révélateur, c'était même un grand réformateur à son époque, qui a parlé de méditation, et on parlait d'attention. Et on la retrouve dans plein de textes anciens où on parle d'attention. Ça n'existait pas le MBSR, c'est une invention moderne. Ça n'existe pas encore, on parlait de l'attention. Et ce qui est intéressant, derrière la notion d'attention, il y a une notion de bienveillance. Parce que quand vous prêtez de l'attention à quelqu'un, eh bien, vous manifestez de la bienveillance. Par exemple, je ne sais pas, votre enfant tombe malade, ou il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez lui prêter de l'attention, même sans parler, vous pouvez apporter de la présence à quelqu'un. Et ça, c'est grâce à l'attention.
Et quand on a compris ça, eh bien on peut entraîner cette attention. On peut l'entraîner à rester là où vous êtes. Ce que certains appellent d'être dans l'instant présent. En fait, il n'y a pas plus d'instant présent qu'il n'y a de passé et de futur. Il y a juste des instants de conscience, comme disent les bouddhistes. C'est-à-dire d'être vraiment là où vous êtes. Et qu'est-ce que ça va apporter? Comme je l'ai dit, ça va apporter beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de paix, puisque ça va favoriser la pacification des pensées, donc forcément des émotions. La pratique, on a constaté que ça avait des effets assez significatifs sur la santé, puisque quand vous pratiquez, votre métabolisme se met en phase de repos profond et réparateur. Il y a une normalisation de la pression artérielle, diminution du taux d'acide lactique dans le sang, les échanges se vont beaucoup mieux, le cœur bat beaucoup plus calmement. Au niveau cérébral, on voit un ralentissement des ondes cérébrales, on va des ondes bêta à des ondes alpha qui sont beaucoup plus lentes, et on sait que ces ondes alpha participent largement à l'équilibre psychologique d'une personne. Donc tout ça est extraordinairement favorable. Et là, vous avez déjà un premier programme de 7 semaines où vous allez apprendre en utilisant différents supports que sont le corps, le souffle, et puis d'autres fonctions physiologiques et mentales. Vous verrez, vous avez même une pratique extraordinaire qu'on appelle l'expansion du champ de conscience. Ça va vous permettre de voir comment votre conscience a la capacité de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ça vous donne un recul par rapport à vous-même qui est assez fabuleux. Et ça vous permet d'apprécier votre vie avec beaucoup plus de distance et dans une vision globale. Alors que nous, souvent, on a une vision rétrécie. C'est d'ailleurs Dalai Lama qui disait, lors d'une conférence, il avait pris un œuf qui était posé devant lui, et il a dit, vous voyez cet œuf, si je le mets tout près du visage, je vois plus que l'œuf, mais si je le mets au bout de la main, je vois l'œuf, mais je vois tout le reste. On a cette vue d'ensemble. Donc ça, c'est quand on est collé. On dit, d'ailleurs, il y a une expression dans une culture d'avoir le nez dans le guidon. Et on l'a souvent, le nez dans le guidon. Donc, on prend cette distance par rapport à soi, cette distance salutaire qui va nous permettre d'apprécier les choses à sa juste valeur. Et surtout, ça va nous permettre d'éveiller un peu plus notre conscience, qui va commencer à prendre en compte un certain nombre de paramètres qui lui échappaient parce qu'elle était identifiée à ces supports que sont le corps et le mental. Donc en ayant ce recul, ça permet de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. Et ça, c'est très précieux. Ça, c'est la première étape, qui est vraiment indispensable. D'ailleurs, j'invite toujours les personnes, mes étudiants, de revenir constamment sur cette base, parce qu'elle est vraiment essentielle. Ça donne une espèce de pilier, parce que ça vous permet vraiment d'avoir cette assise, cette présence à vous-même, qui est vraiment indispensable. Donc, ça se fait pas à pas, avec toujours cette bienveillance. D'ailleurs, c'est Pema Chodron, et c'est pour ça que c'est le début de l'amour de soi, le début de l'estime de soi. C'est Pema Chodron, une sage tibétaine, qui disait « La méditation, c'est entrer en amitié avec soi-même ». Donc vous allez être un ami, une amie pour vous-même, avec la pratique. Deuxième étape, c'était chez Menrezim Poche qui disait toujours « L'être humain, c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant et l'autre qui tire en arrière. » Le moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations. On aspire, on a toutes sortes d'aspirations, et principalement en arrière-plan, cette aspiration au bonheur. On souhaite tous, évidemment, se libérer de la souffrance. C'est tout à fait naturel. Personne n'aime souffrir. Vous prenez même n'importe quel animal. Aucun être sensible sur cette planète n'aime souffrir. Et c'est quelque chose qu'on souhaite éviter. Et dont on voudrait se libérer. Mais c'est pour ça que c'est important de reconnaître et d'identifier les vraies causes de la souffrance. Et il y a cette aspiration au bonheur. Ça, c'est le moteur qui vraiment nous pousse en avant. Mais il y a un moteur qui tire en arrière. Et c'est quoi ce moteur qui tire en arrière? Eh bien, sur toutes ces forces antagonistes, sont nos peurs, nos a priori, nos vues fausses, la culpabilité, on verra, dans une très large mesure, contribue aussi, c'est un frein énorme. Enfin bref, tout ce qui, souvent, est ignoré par la conscience. Et donc, on est dans cette espèce de tiraillement, on aspire d'un côté, et puis on avance, on sent qu'on n'avance pas de manière libre, on sent qu'il y a un manque de liberté dans notre réalisation et dans notre vie de manière générale. Donc ça, c'est la première chose. Alors, ce deuxième niveau va vous donner toutes les clés pour justement de vous libérer de vos obstacles et renforcer, parce que quelque part, il s'agit de renforcer la puissance du moteur qui pousse en avant, vos aspirations, de leur donner des ailes
et ça c'est vraiment important, et on va voir comment, parce que ça c'est très précieux, et aussi de neutraliser ces forces antagonistes. Et donc là vous avez tout un programme de 12 semaines, qui s'associe évidemment au premier programme, qui va vous donner toutes ces clés. Je vais vous citer par exemple la première, que j'aime beaucoup parce qu'elle fait appel à la noblesse des sentiments et nous permet de prendre de la distance par rapport à nous et surtout par rapport à nos émotions. Ça vous est tous arrivé, j'imagine, de vous laisser embarquer dans vos émotions, de vous faire prendre comme ça par soit un saut d'humeur, et puis vous le regrettez après, et qu'est-ce qui se passe d'habitude? Eh bien, vous vous auto-jugez, vous vous en voulez, ou alors vous jugez l'autre, vous dites que c'est de sa faute, il avait qu'à pas le chercher, souvent on a des mots assez durs comme ça. Alors que, au contraire, si on arrive à prendre ce recul, un peu comme... je sais pas, imaginons, vous êtes avec un enfant, on ramène ça à la taille de l'enfant, et vous le voyez en train de s'énerver parce que soit il n'arrive pas à faire ses devoirs, ou il essaie de monter un puzzle, ça va pas comme il veut. Vous, votre distance d'adulte vous permet d'avoir de la compassion, même de la tendresse pour lui. Et vous allez manifester, vous aurez un sourire à son égard, un sourire qui est plein de tendresse, et peut-être même que votre élan va vous pousser à l'aider, à voir ce qui se passe. Vous n'allez pas l'engueuler parce qu'il n'y arrive pas. Eh bien, vous allez faire la même chose avec vous. Vous allez voir cette bienveillance à l'égard de vous-même. Vous allez voir, ça change tout parce que ça vous permet de dédramatiser souvent toutes ces émotions qui nous accaparent. Et puis, une autre source de souffrance, de grande souffrance qui est vraiment propre à notre culture, c'est la culpabilité. C'est un grand générateur d'anxiété, d'angoisse, de tourment, ça pousse à des comportements destructeurs, autodestructeurs, parce qu'on est complètement dans l'auto-jugement et on se fait vraiment du tort. Et contrairement à ce que disait une personne qui m'a dit, mais est-ce que se libérer de la culpabilité, c'est pas se déresponsabiliser? Mais c'est tout l'inverse. C'est justement parce qu'on se sent coupable qu'on a du mal de reconnaître ses erreurs. Et alors qu'au contraire, quelqu'un qui est libre de cette culpabilité, il est tout à fait capable de reconnaître que son comportement n'a pas été très approprié et qu'il convient d'y remanier. Il sera capable de manifester des regrets, pas des remords, enfin des trucs assez lourds comme ça qui vont vous faire du tort. Donc ça, c'est vraiment souvent Et le problème de la culpabilité, c'est que c'est millénaire. C'est pas votre éducation, c'est ancré dans l'inconscient collectif. Si vos parents vous ont transmis cette culpabilité ou l'éducation que vous avez reçue, mais c'est parce que c'est transmis de génération en génération. On peut remercier Mani qui a développé cette pensée manichéenne. Mais ça, c'est un autre sujet, et on a consacré tout un cours à ça. On va voir aussi, et ça va aller dans le sens d'une plus grande estime de soi, qu'on appelle l'acceptation de soi. L'acceptation de soi va consister à reconnaître et à accepter pleinement ses qualités humaines. Parce que vous en avez, c'est inhérent à votre nature. Peut-être que c'est voilé parce que vous êtes pris par la négativité, mais elles sont présentes en vous. Et on vous montre comment faire. Et on va vous montrer aussi comment poser un regard très différent sur ce que vous considérez comme des défauts, comme de la négativité, qui n'en est finalement peut-être pas tant que ça. Par exemple, une colère peut cacher de la peur ou de la tristesse. C'est pas, et nous on le considère comme un défaut. Alors si on apprend à accepter ces colères, pas accepter dans le sens de subir, accepter pour ce qu'elles sont, eh bien on va ôter le voile de tout ça et voir que derrière il y a tout à fait autre chose qu'un comportement destructeur. Ensuite, on vous montre aussi comment on vous aide à réaliser vos objectifs plus aisément. Pour ça, c'est important c'était Freud qui disait « Le succès est en effet garanti lorsque toutes les forces de l'âme tendent vers le même objectif ». Ce que je vous disais, c'est tout l'opposé de la dispersion. C'est que vous allez apprendre à rassembler toutes vos forces, toutes vos énergies, mais pas dans la douleur, pas dans la contrainte. C'est tout simplement, ça va vous aider à vous donner vraiment tous les moyens. Mais pour ça, il y a un certain nombre de choses qu'il faut connaître, parce que on verra d'ailleurs, entre autres, combien la culpabilité est un frein à la réussite. Et puis après, on va voir des pratiques comme la visualisation, l'imagerie mentale, la suggestion, qui sont des pratiques très puissantes qui peuvent nous aider à renforcer toutes nos tendances positives et à neutraliser notre négativité aussi. Et on aborde le sujet de la motivation. La motivation, je vous le disais tout à l'heure,
C'est d'ailleurs intéressant parce que la motivation, ça a la même racine que le mot moteur. Et c'est un moteur. Si vous imaginez, vous montez une pente, vous avez un moteur faible, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez peiner, ça va être très très difficile, ou vous allez peut-être même faire du reculon. Imaginez dans votre situation, vous avez une motivation faible, en fait, dès qu'il va falloir y aller, ça va être très difficile, vous allez rencontrer de nombreux obstacles, et ça va être autant d'excuses pour abandonner. Alors que quelqu'un qui a une motivation forte, il est capable de faire fi des obstacles, ça ne l'impressionne pas, ça ne l'arrête pas. Et là, on va voir comment donner de la puissance à cette motivation. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce qui nous fait finalement très souvent abandonner des projets qui auraient pu être vraiment très chouettes, des choses qui auraient pu nous épanouir, nous aider à nous réaliser. Et là, la motivation, c'est vraiment un moteur extraordinaire. La confiance en soi. La confiance en soi aussi est vraiment indispensable puisqu'elle va participer aussi à l'amour de soi. En fait, tout ce que je suis en train de vous dire, toutes ces clés, elles vont très largement participer à avoir un peu plus d'estime de vous-même et à poser un regard vraiment davantage bienveillant. D'ailleurs, tout est fondé sur la bienveillance dans ce cours parce que c'est indispensable. Et donc, dans la confiance en soi, c'est le pilier de la réussite d'une vie. Effectivement, si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous? Et si vous doutez, parce que c'est ça, quelque part, le manque de confiance en soi, si vous doutez de votre capacité à réaliser vos projets, qu'est-ce qui va se passer? Si vous doutez de votre capacité à engendrer une relation épanouissante et heureuse, et que vous vous reposez complètement sur l'autre pour vous sentir aimé, pour être heureux, qu'est-ce que vous allez avoir comme relation? Et vous l'appliquez dans le domaine social à tous les niveaux. La confiance en soi, c'est vraiment indispensable. Ça n'a rien à voir avec cette attitude triomphaliste qu'on voit souvent, cette arrogance qu'arborent certaines personnes. Quelqu'un qui a confiance en lui, il n'a pas besoin d'écraser les autres, il n'a pas besoin de se sentir plus fort, il a simplement confiance dans ses capacités à réaliser ses aspirations. Ensuite, on termine sur une pratique qui va aller complètement dans le sens de se défaire de la culpabilité, ça s'appelle l'équanimité, ça va vous aider à légitimer vos aspirations. Et c'est une pratique qui est très puissante et qui est très aidante, très humaine aussi. Et on termine sur une initiation à la nature véritable de l'esprit. Parce que c'est important d'apprendre à se connaître. Et ça, c'est le troisième volet. C'est tout le troisième niveau de cette pratique qui va vous aider. Et c'est là que sont tous vos potentiels innés. Et on va vous montrer comment, là aussi, encore un programme de 12 semaines qui est enrichissant. J'arrête pas d'entendre des personnes qui me disent mais moi j'ai recommencé tous mes cours parce que c'est chaque fois je découvre, j'apprends, ça rend ma vie autrement plus riche parce que vous avez toutes les clés pour la transformer. Et donc dans ce troisième niveau, on vous aide à prendre conscience de ce que vous êtes par nature. Essayez d'imaginer que les nuages correspondraient, les nuages qui passent dans le ciel, parfois ils sont sombres, parfois ils sont clairs, parfois ils sont même presque translucides, transparents, et imaginez que les nuages représentent vos pensées, vos émotions. Nous, on a tendance à s'identifier à nos pensées, nos émotions, parce qu'on pense que nous sommes nos pensées, nos émotions, ce qui est pas tout à fait vrai. Et imaginez le bleu du ciel de l'autre côté, et qui symboliserait notre véritable nature. Nous, justement, en Occident, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on cherche ce que nous sommes, on identifie notre personnalité, on l'associe aux nuages. Sauf que les nuages, ils passent, ils changent, sans arrêt. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration. Prenez une pensée s'élève à la conscience, vous savez tous, vous pouvez voir cet état de fait, une pensée s'élève à la conscience, puis elle disparaît, elle est remplacée par une autre pensée, ainsi de suite. Vous n'avez pas l'impression qu'une partie de vous disparaît avec cette pensée. C'est une autre pensée. Donc, si vous êtes capable de voir ce changement au niveau des pensées, ça veut dire que vous n'êtes pas vos pensées, parce que qui est conscient des pensées? Qui est capable de faire ce constat du changement de la pensée? C'est pareil au niveau des sensations. Les sensations s'élèvent au niveau du corps, ça change sans arrêt, ça se transforme, votre corps vieillit, etc. Qui a conscience de ce changement? Et là, on arrive à une question qui est vraiment fondamentale. Et donc, on va tenter de répondre... Enfin, c'est pas qu'on va tenter, c'est qu'on va répondre à cette question. Et il y a tout un ensemble de pratiques qui vont vous aider, d'un côté,
à vous défaire de l'illusion, de cette croyance fausse que on va trouver quelque chose dans les pensées et sur des bases valides. Vous allez voir, chaque fois, ce sont des choses que vous pouvez vérifier par vous-même. Il y a, et je tiens à le préciser, dans cette démarche, pas un seul moment on vous demande de croire à quoi que ce soit. Au contraire, c'est même tout l'inverse. C'est d'ailleurs Bouddha qui disait toujours, ne croyez jamais ce que je vous dis, vous devez toujours le vérifier par vous-même, à la lumière de votre expérience. Et il disait, vous devez être capable même de remettre en question mes propres enseignements pour aller voir par vous-même. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et là, il n'y a aucune croyance. Je dirais même que la croyance est un obstacle à tout progrès, parce qu'elle vous enferme dans des limites. Certains parlent de croyances limitantes, mais dès lors que ce n'est qu'une croyance, ça n'est pas la réalité en soi, puisque la réalité, elle change, elle est mouvante, elle se transforme, et tout ça est abordé dans ce troisième niveau. Vous allez voir des pratiques, et on verra, on aborde le sujet de l'amour, de la compassion, de manière précise, plus détaillée, où vous ferez la part des choses entre ce qu'on prend pour de l'amour, qui ne sont que des manifestations affectives, qui créent finalement plus de souffrance qu'elles n'apportent de bonheur, même si sur le moment, on peut être un peu hypnotisé. C'est qu'il y a des coups de foudre, par exemple, et de prendre conscience de ce qu'est vraiment l'amour qui va vous apporter de la stabilité et surtout du bonheur dans votre existence. Donc voilà. Maintenant, je vais répondre à vos questions et on va approfondir tout ça. Donc on peut faire revenir le document. Voilà. Alors, une question de Philippe. Comment me libérer de cette dépendance affective dont je suis dedans depuis 10 ans et cela nous affecte dans notre vie, à moi et ma compagne? Et oui. Alors, c'est... le problème de la dépendance affective, c'est un problème de robinet fermé. Ça fait toujours rire les gens quand je leur dis ça. Vous allez comprendre. Parce qu'on manque d'estime de soi en réalité. L'amour est quelque chose de naturel, et recevoir de l'amour, c'est tout à fait naturel. Et ça nous enrichit, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais le problème, c'est que comme on manque d'estime de soi, on va toujours chercher l'amour à l'extérieur, et on aura toujours besoin de l'extérieur. Et et on est toujours... c'est un psychologue qui racontait ça. Vous allez toujours devant un robinet fermé. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Imaginons, vous avez très soif et vous allez devant un robinet, il est fermé. Ben, vous avez toujours soif. En fait, à un moment, vous avez un manque. Ça crée un manque. Le fait de ne pas pouvoir étancher votre soif, ça crée un manque. Et bien dans l'amour, quand vous n'êtes pas nourri par l'amour, eh bien ça crée un manque. Et le problème, c'est que on est avec des personnes, souvent, qui c'est un robinet fermé. Il n'y a pas cet échange. Donc on n'arrive pas à se nourrir. Et c'est pour ça que ce psychologue disait, c'est un problème de robinet fermé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est justement, depuis le début, je parle de l'autocompassion, de l'amour de soi, c'est de retrouver ce chemin de l'amour de soi pour ne plus avoir besoin de l'autre. C'est pas qu'on n'a pas besoin de l'autre, on a besoin de l'autre pour créer une relation, mais on n'a pas besoin de l'amour de l'autre pour être autonome, pour se sentir heureux. Et c'est la première chose à faire, c'est très important, c'est d'être capable d'être heureux seul. Je dis souvent d'ailleurs aux personnes quand elles ont une rupture amoureuse, c'est très difficile, je leur dis, mais en fait, vous savez, quand il y a une rupture, ça témoigne de notre manque d'autonomie. C'est-à-dire que, en fait, mon bonheur dépend toujours de l'autre. Je ne suis plus très heureux, l'autre disparaît, et moi j'ai l'impression de n'être plus rien. Et alors que votre valeur, ce que vous êtes fondamentalement, elle n'a pas changé. Ce que vous êtes intrinsèquement n'a pas changé. Vous êtes toujours quelqu'un, et ça c'est important de vous rendre compte que votre valeur fondamentale ne varie pas. Que l'autre soit là, qu'il disparaisse, que vous soyez seul, et qui peut reconnaître cette valeur? Eh bien vous. Donc tant que vous ne reconnaissez pas, et c'est ça qui va vous aider, l'autre finalement, dans une rupture amoureuse par exemple, il vous montre finalement, il ne le fait pas volontairement, parce que lui il n'en sait même rien, mais il vous montre quelque part que vous n'êtes pas autonome. Donc, au lieu de courir tout de suite après quelqu'un après une rupture amoureuse, prenez du temps pour vous. C'est le moment, jusqu'à ce que vous vous sentez bien avec vous-même. Et quand vous vous sentirez bien avec vous-même, c'est à partir de ce bien avec vous-même que vous allez pouvoir créer une relation avec l'autre. Parce que vous vous aimez suffisamment pour partager de l'amour avec l'autre.
Et là, c'est un partage, c'est pas une dépendance. Alors, Stéphanie, je pense que c'est impossible d'être heureux tout le temps, mais que nous avons des moments de bonheur. Nous devons donc être bienveillants, profiter de ces petits bonheurs. Êtes-vous d'accord avec cela? Non. Le bonheur est un état. Je pense que dans notre vie ordinaire, on voit le bonheur, le bonheur est lié à des événements extérieurs, pour la plupart d'entre nous. Le temps est maussade, ben, notre humeur va avec ce temps. Les circonstances extérieures ne sont pas très heureuses. Alors que je ressente de la tristesse, c'est une chose. Je suis triste de voir qu'il y ait tant de souffrance dans le monde, je ressens de la peine, mais ça n'entame pas mon bonheur. Mon bonheur, lui, reste entier. Parce que le bonheur est quelque chose qu'on crée en permanence, qu'on est capable de créer en permanence. Dès qu'on retrouve cet état d'esprit, ce bonheur, il est là. Et l'objectif, c'est d'arriver à le stabiliser. Alors, je ne dis pas qu'au début, évidemment, c'est fluctuant, c'est très fluctuant. Parce que, encore une fois, on s'identifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'identifie aux nuages, donc aux pensées, aux émotions, et on perd contact avec ce que nous sommes. Mais dès qu'on reprend contact avec notre vraie nature, eh ben on se rend compte que ce bonheur, il a toujours été là. Et il le sera toujours. Alors, question suivante. Et quand nous sommes conscients que c'est nous qui nous autoflagellons, mais que nous sommes dans la sidération, l'impossibilité physique, intellectuelle et volontaire de faire autrement. Et il faudrait me donner plus de détails, parce que vous semblez parler de sidération, la possibilité physique, intellectuelle. Qu'est-ce qui vous empêche physiquement ou intellectuellement de faire autrement? Parce que, d'abord, la méditation ne fait pas appel à la volonté. Elle ne fait pas appel à l'intellect. On n'a pas besoin d'avoir fait maths sup pour pratiquer la méditation. Tout le monde peut le pratiquer. En fait, si vous avez, je dirais, si vous avez un petit peu de temps pour vous, si vous êtes capable de vous accorder un quart d'heure par jour, un quart d'heure, 20 minutes par jour, de plaisir, alors c'est fait pour vous et ça peut vous aider. J'ai du mal à saisir, au-delà de l'intellect, ce qu'est la conscience. Ben oui, parce que c'est normal. On ne peut pas comprendre la conscience. C'est quelque chose, on peut le réaliser, et il y a des pratiques pour ça. On peut réaliser ce qu'est la conscience. D'ailleurs, pendant ce stage, on a fait une pratique, et c'est extraordinaire. Ça a créé un silence dans toute la pièce, parce que les personnes ne pouvaient pas, on ne peut plus nommer, la conscience n'est pas quelque chose qui peut être nommé, on fait l'expérience de l'être, mais après, ça n'appartient plus au mental. Vous voyez, vous essayez de mettre des mots dessus, est-ce que la conscience est un espace dans lequel se manifestent les émotions? Non, justement. Question de Nadège. Comment savoir quelles sont nos profondes aspirations? Je suis à chaque fois persuadé de la direction à prendre et finalement je me trompe. Mais ça montre peut-être que c'est pas la bonne motivation. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a deux facteurs. Vous n'avez pas aimé ma réponse, hein, parce que j'en ai beaucoup parlé. Qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître ce que l'on veut? La peur et la paresse. La peur d'échouer, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de la réussite, ça peut paraître paradoxal, la peur de l'échec, il y a toutes ces peurs, parce que si je me mets à reconnaître mes aspirations, ça veut dire que je peux rencontrer des obstacles, il peut y avoir pas mal d'obstacles sur ma route. Et l'autre, pourquoi la paresse? Parce qu'une fois qu'on a reconnu nos aspirations, ça veut dire que maintenant, il faut y aller, on retrousse les manches pour réaliser ses aspirations. Et peut-être qu'on n'a pas envie de faire l'effort de le faire. Et ça, ce sont les deux principaux obstacles qui nous empêchent de reconnaître ce que l'on veut vraiment. Et comme disait un adage, si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment vous voulez l'obtenir? Donc, maintenant, eh bien, ça demande de faire preuve d'un petit peu d'honnêteté envers soi-même, d'oser regarder, et puis de temps en temps de se dire, mais la peur n'empêche pas le danger, donc je vais peut-être pas me priver dans cette vie de m'offrir une vie heureuse et accomplie. Question de Mélanie. Y a-t-il une colère qui ne semble pas venir de soi, une colère transmise, une colère ancestrale? C'est pas la question.
il y a des choses qui sont transmises, il y a des haines qui sont transmises, il y a des peurs qui sont transmises, mais elles sont là, elles créent bien de la souffrance. Donc la question c'est comment je fais pour me libérer de cette colère? Comment je fais pour ne plus souffrir? Et c'est là où on découvre la pratique. Question de Sandrine, je me disperse trop souvent pour satisfaire tout le monde, comment puis-je me recentrer? Là vous avez une pratique, une démarche qui est vraiment faite pour ça. Ça vous ramène chaque fois à vous-même, parce que vous êtes la base, vous êtes la source, aussi bien de votre bonheur que de celui des autres. Parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour de soi? Question de Bérangère, concrètement, comment aider son esprit à ne plus créer mes propres souffrances en fonction? Eh bien, c'est tout ce que je viens de dire pendant toute la conférence, c'est toutes ces clés que vous pouvez mettre en application qui vont vous aider à prendre cette hauteur de vue qui est indispensable et à neutraliser. Il y a des méditations très puissantes dans ce cours qui vont vous aider à dissoudre vos perceptions pour ne plus créer cette souffrance. Mais là, je veux dire, il n'y a pas de secret, c'est vraiment la pratique. Moi, je ne crois pas à tous ces gadgets, parce que pour en avoir essayé un bon paquet pendant toute ma vie, parce que j'étais comme tout le monde, je voulais prendre des raccourcis, je voulais, et ça ne marche jamais. Vous savez, il y a des personnes qui vont bien vous dire, voilà, allez, j'ai un programme, en 10 jours, vous êtes débarrassé de vos trucs. Ce sont des choses qui sont ancrées en nous. Alors, il y a des choses qui peuvent disparaître très vite, c'est vrai, mais c'est parce qu'on est prêt pour ça. Mais il y a des choses qui vont demander un peu plus de temps, et c'est la pratique qui va faire. Mais ce qui est bien, c'est que la pratique, elle vous rend libre, elle vous rend autonome, parce que ça, c'est le but. C'est que vous deveniez autonome, que vous preniez vous-même votre vie en main. D'ailleurs, j'ai envie de dire, en proposant cette conférence, je m'adresse qu'à des personnes qui ont envie de prendre leur vie en main, pas à des personnes qui cherchent des gadgets ou des trucs magiques, ou alors de dépendre de quelqu'un, d'un coach, ou je sais pas quoi. Moi j'ai toujours aimé la liberté, j'ai toujours aimé être autonome, ne pas dépendre de quelqu'un, et j'ai envie d'apporter ça autour de moi pour que les gens soient libres. Et là, cette démarche vous rend complètement libre du début à la fin. Question de Para. Si je vous suis, on crée nos pensées, mais nous ne sommes pas nos pensées. Mais alors, comment changer les pensées pour qu'elles ne nous fassent plus souffrir? Mais c'est là toute la démarche, c'est là tout l'intérêt. C'est vous allez voir, dès le premier niveau. En fait, la pensée, elle se nourrit de l'attention que vous leur donnez. Et plus vous allez donner d'attention, je donne souvent, c'est un peu comme une conversation. Vous êtes pris dans une conversation que vous ne voulez plus, vous n'en pouvez plus, mais comme vous êtes poli, que vous n'avez pas envie de blesser la personne, ou toutes sortes de mauvaises raisons, vous allez rester là, vous allez souffrir. Ça va être terrible. Alors que vous n'en pouvez plus, vous avez envie de partir, et vous n'osez pas le faire. Eh bien, si vous n'alimentez plus la conversation, au bout d'un certain temps, elle va s'arrêter. Bon, vous allez me dire, vous allez me sortir le cas des personnes, elles sont capables vous leur dites bonjour, elles font tout le reste, c'est vrai, il y en a, mais de manière générale, si vous n'alimentez pas la conversation, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va s'arrêter. Vos pensées, c'est pareil. Mais comment faire pour qu'elles se tarissent? L'attention dont je vous parlais au début. Le premier niveau, c'est vraiment l'attention, de rester là et de ne plus donner de pouvoir. Ensuite, il y a des pratiques plus avancées qui vont nous aider à neutraliser ces pensées, parce qu'une pensée, elle est insubstantielle. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, que vous pouvez vérifier. Je ne vous demande pas de me croire. En fait, la pensée n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Je sais qu'il y a plein d'auteurs qui disent la puissance de la pensée, etc. Oui, la pensée qu'on lui donne. Mais intrinsèquement, une pensée n'a pas de pouvoir. Question de Réjeanne. Après plusieurs de m'être occupé de mes parents, je me retrouve devant rien. Ce que je comprends, c'est que j'ai fait une fuite de moi-même. Ben oui, mais il n'est pas trop tard. Maintenant, vous pouvez enfin vous occuper de vous et de prendre soin de vous. C'est vraiment fondamental. Parce que vous savez, on se préoccupe des autres, mais comment prendre soin des autres si on n'est déjà pas capable de prendre soin de soi? Je dirais, on est même une sorte de terrain d'entraînement pour aider les autres. Et je vois à chaque fois, j'avais cité cet adage, mais qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Vous avez déjà vu une personne déprimée apporter du bonheur autour d'elle? C'est parce que c'est pas possible. C'est pas à partir de notre négativité qu'on peut aider les autres.
c'est à partir de cet état d'esprit ouvert, heureux, qui fait que on va communiquer tout cela. Et moi, je le vérifie chaque fois. Autour d'un anime un stage, on voit dans les cours comment les gens changent, parce que vous transmettez votre joie, vous transmettez votre bonheur, vous transmettez votre bonne humeur aussi. C'est très important. Pourquoi suis-je excellente professionnellement, étant chef d'entreprise, mais hyper nul dans tout ce qui est famille, souffrance constante, peur de blesser? Et oui, parce que vous amenez le chef d'entreprise à la maison et c'est pas approprié. Mais votre cas, je le vois constamment. C'est ou des artistes, ou des chefs d'entreprise, ou qui excellent dans leur domaine, parce que vous êtes développé à un tel niveau, justement, de professionnalisme, vous êtes capable d'aller voir dans les détails. Devenez professionnel dans votre vie personnelle, pas professionnel dans le sens où vous l'exploitez, mais professionnel dans le sens de créer du bonheur. C'est quelque chose... Je vous partage une passion parce que ça fait, comme je dis, ça fait 50 ans que je pratique la méditation. Quand j'avais 13 ans, j'ai dit à mon oncle, qui me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, parce que j'étais en train de dessiner, il me demandait mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je lui dis moi je vais être heureux. Puis il me dit mais c'est pas un métier ça. Je lui dis mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier si je suis pas heureux? Et j'ai consacré toute ma vie à ça. Parce que je me suis dit, si le bonheur existe, ça doit arriver. Parce que je voyais tellement de souffrance autour de moi. Et c'est quand j'ai rencontré tous ces ça, je me suis dit, mais c'est possible à réaliser. Puis bon, j'ai vécu un certain nombre d'expériences qui m'ont mis le doigt dessus et qui m'ont fait dire, mais ça demande de s'impliquer aussi. Parce que si vous voulez avoir des relations, vous apportez ce que vous êtes dans la relation, ou plutôt la perception que vous avez de vous dans la relation. Et l'autre vous renvoie forcément, parce qu'il y a un phénomène de résonance, vous renvoie à ça. Donc, peut-être que en faisant une démarche, vous allez mettre un peu de lumière là-dessus pour avoir des relations plus heureuses avec les autres. D'ailleurs, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent chez nous. Question de Winnar, j'espère bien traduit en anglais. Comment... il y a eu un petit problème là, technique. Question de Winnar, traduit de l'anglais. Comment puis-je arrêter d'avoir peur et d'être effrayé? Là c'est pareil. La peur appartient à notre mental. Vous arriverez à... Ça va vraiment vous aider à prendre de la distance par rapport à vous-même et ne plus être effrayé par vos peurs. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. J'ai pratiqué les arts martiaux quand j'étais plus jeune. Je pratiquais quand j'étais adolescent, je pratiquais pendant 15 ans, parce que j'avais besoin de canaliser mon énergie et ça m'aidait pas mal. Et j'ai eu la chance de pratiquer un dérivé du kung-fu avec un maître coréen qui était en plus un maître zen. Et donc il avait toute une attitude assez particulière qu'on ne retrouve pas chez la plupart des pratiquants des arts martiaux. Et puis à un moment il nous dit comme ça, pour être un bon pratiquant, un bon combattant des arts martiaux, c'est important de se libérer de la peur. Vous savez, on était ados, et les jeunes coqs qu'on était, on n'a peur de rien, on roule les mécaniques. Et il a rajouté ensuite, et pour pouvoir se libérer de la peur, il faut d'abord en avoir conscience. Et là, on était un petit peu intrigués. Et il nous a demandé de le suivre, et on pratiquait dans un immeuble qui faisait 33 étages, et on est allé tout en haut. Et on est arrivé sur la terrasse, et là, en prenant toutes les précautions d'usage, bien sûr, il nous a demandé de marcher sur la margelle, 33 étages. Et mes camarades m'avaient poussé devant, c'est moi qui ai eu droit en premier, et j'ai marché le long de la margelle. Mais en fait, j'ai même pas marché d'ailleurs, j'étais pétrifié, je bougeais plus, et j'étais là complètement figé sur ma margelle. Et le maître coréen souriait, il me dit « Mais pourquoi t'avances pas ?» Je dis « Excusez-moi, mais situation c'est un peu... » Alors il me dit décris-moi tes sensations. Et je commence à lui décrire toutes les sensations physiques, les mains moites, le cœur qui bat, j'étais tendu de partout, j'avais la boule au ventre, enfin bref, j'étais pas très bien. Et il me dit, maintenant, décris-moi tout ce qui se passe au niveau de ton esprit, avec un fort accent coréen, vous remettez dans le contexte. Et puis je lui décris tout ce qui me traversait l'esprit à ce moment-là. Puis il y a même un moment, je me rappelle, je lui disais, et je dois être complètement cinglé de vous suivre, de me retrouver sur cette margelle. Enfin bon, bref, je lui débite tout mon truc. Et puis il m'arrête, il me dit, mais finalement, si je comprends bien, tes peurs, ce n'est rien d'autre que des sensations physiques et des images mentales. Mais il m'a dit ça d'une telle façon, d'un seul coup, je me suis dit, mais oui,
C'est comme si c'est pas que j'étais au-dessus de mon corps comme certains disent, non, mais c'est comme si j'étais au-dessus, je voyais ma peur, mais ma peur ne m'empêchait plus d'avancer. Et donc j'ai commencé à marcher. Je ressentais toujours les mêmes sensations, mais j'avançais. Et là, ça a changé complètement mon rapport avec mes émotions, et notamment la peur. Donc c'est quelque chose qu'on peut arriver d'apaiser. Mais une chose qui est très importante, je parlais de l'attention tout à l'heure, c'est quelque chose que vous devez développer parce que ça va vous donner ce recul par rapport à vous-même et de ne plus vous identifier aux émotions. Le problème, c'est l'identification aux émotions. Je suis TDA, trouble de l'attention. Comment je fais pour me centrer? Je pense que là, le premier niveau est quelque chose qui va vraiment beaucoup vous aider, d'autant plus qu'il y a plein de pratiques annexes qui sont proposées pour favoriser le développement de l'attention. Comment arriver à être sereine quand on débute la méditation et que l'on entend que ses pensées, ses émotions? C'est parce que, à mon avis, c'est pas tout à fait de la méditation que vous pratiquez, parce que on s'en occupe pas en fait des pensées. On les voit, mais on ne s'en occupe pas. On a ce recul. Et c'est pour ça qu'on a besoin de certains supports au début, surtout en début de pratique. Question de Kiki. Qu'est-ce qui crée le plus nos blocages, nos pensées, nos émotions? Peut-on parler de sidération émotionnelle ou mentale? Tiens, c'est la deuxième fois qu'on parle de sidération émotionnelle. Mais c'est l'esprit qui crée les pensées, qui crée les émotions. Donc c'est tout. Mais je pense que c'est mal posé la question. C'est de se dire comment je fais. C'est pas qui crée. Maintenant qu'on a conscience de qui crée, c'est comment je fais pour me libérer de ça. Et ça, c'est la démarche, c'est la pratique. Question de Élise. Ne pas nourrir la pensée, c'est la fuir. Mais non. Faut-il fuir la pensée? Mais non, c'est pas la fuir, c'est la reconnaître. C'est comme si vous me disiez, là, il y a une personne qui me casse les pieds, j'ai envie de décrocher, je m'en vais, je la fuis. Oui, enfin, d'une certaine manière, oui, je la fuis. Mais vous allez quand même pas vous faire souffrir inutilement. En fait, ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, alors, je vais raconter, c'est parfaitement scientifique. On a constaté, c'est notamment pour les émotions. Il y a un Allemand, un chercheur allemand qui avait travaillé sur les émotions, notamment plus particulièrement sur les phobies. Et il s'est rendu compte en fait que la phobie, et c'est vrai pour les émotions, elle va, si on représente ça par une courbe, elle va monter en puissance, elle va atteindre un maximum qu'on appelle le paroxysme. Elle va atteindre son paroxysme, elle ne peut pas aller plus loin, après elle redescend. Mais qu'est-ce qui va faire qu'elle va demeurer? C'est que la personne la nourrit, elle s'accroche à sa peur, elle essaie de la contrôler, au lieu de la laisser passer. Et c'est là où c'est vachement intéressant. Et ça correspond à ce que je vous disais. L'émotion, c'est pareil. Elle va s'élever, elle va atteindre un paroxysme, et ensuite elle redescend. Parce que vous constatez, regardez, aucune de vos pensées n'est restée dans le champ de conscience. Vous voyez bien, toute votre vie, toutes vos pensées, elles ont changé. Vous avez eu plein d'émotions pendant toute votre vie. Elles ne sont pas restées dans le champ de conscience. Pareil pour vos pensées. Elles ne restent pas dans le champ de conscience. En fait, qu'est-ce qui fait qu'elles restent dans le champ de conscience? C'est que vous essayez de les contrôler, de les manipuler, de les analyser, de les interpréter, puis de les nourrir. Regardez quand vous êtes en colère. Qu'est-ce qui se passe? Vous ressentez de la colère. Vous avez la capacité, et ça c'est grâce à la méditation, la capacité à percevoir l'émotion, mais sans pour autant la suivre. Donc l'émotion, elle va monter, elle va s'élever, elle va atteindre un certain niveau d'amplification, puis après elle va partir. Elle ne va pas rester dans le champ de conscience. Et vous voyez, si vous avez eu des colères, vous avez certainement eu des colères, mais elles sont plus là. Si vous arrivez à rester attentif, donc l'émotion, elle va monter, et puis elle se réduit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est avec la pratique, c'est pour ça qu'on a souvent des personnes, on a régulièrement des personnes comme ça qui étaient très en colère et qui après se rendaient compte que la colère perdait en intensité avec les années et de moins en moins fort, de moins en moins fort, de moins en moins fort. Et après, c'est juste comme une tendance qui apparaît à la conscience et qui s'en va. Et donc, la pensée, donc vous ne fuyez pas la pensée, c'est que vous ne l'entretenez pas, vous ne lui donnez plus de pouvoir, et c'est fini. Question de Sandrine, comment réussir à vaincre les crises d'angoisse face à un avenir professionnel que je n'arrive pas à définir? Je ne sais pas vers quoi tendre. Ce qui est important, prenez le temps de clarifier ce que vous voulez et surtout, prenez conscience, parce que derrière, il y a un manque de confiance en vous, c'est évident. Il suffit de lire votre mot. Donc, vous devez
c'est pas que vous devez, mais le fait d'acquérir un peu plus confiance en vous-même, ça va vous aider à prendre conscience de vos potentiels, de vos ressources pour réaliser vos aspirations. Donc vous avez tout ce qu'il faut en vous. Maman de 3 enfants, 4 ans et demi, ayant vécu un très gros stress, je n'arrive pas à être heureuse au quotidien. Par où commencer pour récupérer joie et énergie? Vous détendre. Apprendre à vous détendre. Et là, vous avez une démarche qui est parfaitement faite pour ça. Au quotidien, vous allez prendre... J'arrête pas de le dire aux personnes quand elles pratiquent, mais la pratique, ça doit être d'abord du plaisir. C'est un moment de plaisir que vous vous accordez. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire, si vous avez 20 minutes de plaisir à vous accorder, alors la démarche, elle est faite pour vous. C'est quand j'ai découvert les bouddhistes, comme j'ai passé pas mal d'années avec eux, ils parlent de l'effort joyeux. Et c'est assez étonnant parce que dans une culture, on a tendance à associer effort et contrainte. Pour nous, un effort, c'est une contrainte. Et c'est pour ça qu'au début, quand je transmettais, je voyais que les personnes avaient du mal parce qu'elles s'imposaient de pratiquer. Mais j'ai dit, ne faites pas ça. Vous devez vous faire plaisir. Ça doit être un moment de joie, la pratique. Et donc, pratiquer avec joie. Mais dans l'esprit d'occidental, d'ailleurs on a arrêté, hein, tu gagneras ton pain sur de ton franc, enfin bon bref, l'impression qu'il faut tout le temps en baver pour avoir quelque chose. Et alors que si vous mettez du plaisir, et tous les jours, vous vous offrez ces 20 minutes de plaisir. Et c'est du plaisir que vous allez vous accorder. Je vais vous raconter une autre petite histoire. J'avais une de mes étudiantes qui était commerciale, très stressée, comme beaucoup de commerciaux, qui avait des enfants aussi, qui les a toujours à mon avis. Et puis, elle avait fait les 3 cycles. Puis elle m'a dit, écoutez, j'aimerais bien avoir un échange avec vous. À l'époque, j'étais en cabinet. Et puis, donc, je l'ai reçu à la fin des 3 niveaux. Et elle me dit, mais écoutez, il faut que je vous raconte un truc, c'est quand même fou. Au début, j'avais un peu de mal à y croire parce que j'étais tellement stressé que je me demandais si j'allais arriver à faire la pratique. Mais je m'y suis astreint. Et tous les jours, je faisais ma pratique. Puis, comme vous disiez, c'est de se faire plaisir. Et je me faisais plaisir. Et comme je me sentais bien, mes enfants se sentaient mieux aussi. Et un jour, ma petite fille est venue sur mes genoux, elle me dit, tu sais maman, t'as beaucoup changé, parce que même quand tu te fâches, eh bien c'est plus pareil. Les enfants le ressentent, et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est votre bonheur. J'ai un besoin énorme d'être encadré, encouragement, besoin de sécurité en ce moment, licencié pour inaptitude, contexte de harcèlement, problème d'estime de moi-même, quelle est la solution pour me motiver chaque jour pour travailler sur mon projet de vie? Définir clairement ce que vous voulez, vous donner les moyens de le réaliser, les moyens physiques mais aussi psychologiques. Et je pense que, mais je ne peux pas vous y obliger, cette démarche peut vous être utile. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre programme? C'est exactement ce que j'ai fait juste avant. Alors je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé, mais j'ai développé tout le programme et on va vous donner un lien pour aller vers la page. Alors maintenant, j'ai répondu je crois à toutes les questions. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous allez, alors ne partez pas tout de suite parce que vous allez pouvoir même l'essayer. Donc parce que pour moi, c'est important. Je vous l'ai dit, ça fait 36 ans, j'enseigne, je fais ça par passion, et je fais pas ça pour gagner de l'argent. Si je pouvais le faire gratuitement, je le ferais. Mais à mon avis, c'est un très mauvais plan parce que j'ai remarqué, parce que j'ai fait plein de choses gratuites, les gens ne donnent pas de valeur quand on leur offre des trucs gratuits. Ils font ça un peu par-dessus la jambe, parce que je pense que c'est important de s'investir. Et puis d'ailleurs, pour faire, il faut que je paye les impôts de la société, mes employés, parce que j'ai 2 employés qui m'aident, j'ai mon assistante, ma propre femme et mon employé aussi, qui participe, elle fait la cuisine dans les stages, et puis elle intervient régulièrement aussi pour ressources et actualisation, et puis j'ai mon acolyte aussi, qui est derrière la caméra, qui gère toute la technique, etc. Donc si on faisait gratuit, je crois que on pourrait plus le faire. D'ailleurs, ça me fait juste penser une petite anecdote. Il y a une personne qui disait oui mais en Inde c'est gratuit. Je lui dis oui mais vous êtes allé en Inde, ça vous a coûté combien le billet d'avion? Ça vous aurait certainement coûté beaucoup moins cher de suivre mon programme que de vous payer le billet d'avion. Donc oui c'est assez rigolo le rapport à l'argent. Si vous accordez un minimum de valeur, et vous allez voir, vous serez certainement sidéré si vous voulez prendre des cours d'anglais, ça va vous coûter 40 € à peu près le courant d'anglais. Si vous allez
voir un relaxologue, un sophrologue, c'est entre 30 et 150 euros à peu près la séance, selon l'endroit où vous trouvez, selon le coach que vous allez voir. Donc c'est pas accessible à tout le monde, et on va voir, vous allez voir, c'est assez cadeau. Donc tout de suite après, vous allez pouvoir tester la démarche. Je tiens à ce que vous sentiez en phase avec cette démarche. Si ça résonne en vous, eh bien vous y allez. Sinon, c'est pas grave. Il y a plein de méthodes qui sont proposées sur le net. Donc vous trouverez certainement ce qu'il vous faut. Donc imaginons, vous êtes intéressé par la démarche, ça vous intéresse, vous avez envie de suivre ces cours. Comment ça se passe ? Eh bien, si on va vous donner accès à une page, on vous la donnera tout à l'heure, on va vous donner accès à une page, il y aura un descriptif en plus, on va vous redonner un certain nombre d'éléments sur la démarche, histoire de vous rafraîchir la mémoire, sinon vous pouvez aller directement à accès, vous aurez un bouton sur cette page pour accéder au test, donc vous allez pouvoir tester, vous aurez 24 heures pour tester la démarche, je vous dirai pourquoi après, pourquoi 24 heures, et donc, imaginons, maintenant, vous êtes intéressé, vous avez testé, ça vous intéresse, vous avez envie d'y aller, eh bien, vous pouvez commencer tout de suite, vous pourrez commencer même ce soir, si par exemple vous commandez la méthode ce soir. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez recevoir une leçon chaque semaine. C'est voulu, c'est pour que vous ne brûliez pas les étapes, parce que je mets beaucoup d'intérêt à l'aspect pédagogique de la démarche pour que vous l'intégriez vraiment de la meilleure manière. Vous allez avoir tous les éléments. Chaque leçon est composée d'une présentation audio, d'une présentation écrite très complète et d'une pratique, d'un exercice. Comme on dit dans le zen, l'enseignement et la pratique sont comme les deux ailes d'un oiseau, c'est indispensable l'une à l'autre. Et donc vous allez avoir tous ces éléments. Autrement dit, vous allez avoir toutes les clés. Et vous verrez, c'est passionnant, il y a plein de personnes qui me disent, mais moi j'ai refait plusieurs fois ces cours, on n'arrête pas d'apprendre, quand on le refait, on a l'impression de le refaire pour la première fois, tellement c'est enrichissant. Donc, vous écoutez la présentation audio, vous lisez la présentation écrite, ça vous pouvez le faire en dehors, et vous allez prendre un moment où vous êtes tranquille pour faire votre pratique. Cette pratique, vous allez la refaire toute la semaine de manière autonome, puisque l'objectif, comme j'ai dit au départ, c'est de vous rendre libre, c'est que vous deveniez autonome. Et vous allez voir, si vous faites ça dans le plaisir, vous allez avoir envie de le faire. Et ce sera votre quart d'heure, ce sera vos 20 minutes pour vous, rien que pour vous. Toutes les conditions sont expliquées dedans. La semaine suivante, vous passez à la leçon suivante. Alors, petite indication, c'est que l'audio suivant ne se déclenche que si vous avez écouté l'audio précédent. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Là aussi, c'est voulu, parce qu'on tient absolument à ce que vous ayez toutes les connaissances nécessaires pour pratiquer de manière correcte. Parce que on a l'habitude, c'est les personnes qui veulent brûler les étapes, elles vont tout de suite faire le troisième exercice, alors qu'elles n'ont pas les bases des exercices suivants. Donc là, ça va être vraiment étape par étape. Et comme ça, de semaine en semaine. Et on est là pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul, il y a toute une équipe qui va être là pour vous aider. Il y a moi, notamment, et Loïc qui est derrière la caméra, il y a Nathalie, et il y a Fabienne aussi, puis il y a toute une équipe qui est là pour vous aider. On a même fait mieux que ça, on a créé un groupe de soutien sur Facebook. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu fâchées sur Facebook, mais si ça vous intéresse, vous pouvez créer un compte anonyme. Mais sur ce groupe, il y a une communauté de 5000 personnes qui sont là. Alors les plus anciens répondent, et parfois avec une sagesse, et là on voit qu'ils ont vraiment intégré la démarche, et ça fait vraiment plaisir, parce que c'est des personnes qui ont vraiment changé leur vie, ils ont acquis une vraie sagesse, et je trouve ça vraiment formidable, et donc il y a tout un soutien. Moi j'interviens régulièrement sur ce groupe, et toute l'équipe aussi intervient régulièrement, donc on vous aide. On répond à vos mails, on répond à vos questions, mais vous voyez, c'est vraiment très très complet, la démarche vraiment a été faite, vous allez bénéficier de 50 années de pratique, mais pas seulement, c'est tous les guides que j'ai rencontrés, tous ces sages qui m'ont transmis ces connaissances dont vous allez bénéficier, et 36 ans d'enseignement, donc je connais à peu près toutes les grandes questions, toutes les grandes difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc là, vous aurez vraiment en face un professionnel, quelqu'un qui sera là pour vous répondre et pour vous donner de bonnes réponses dans vos difficultés. Comment accéder ? Une fois que vous avez souscrit à la démarche, comment y accéder? Alors c'est très simple, vous avez d'abord sur votre espace personnel, vous avez une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver tous vos cours.
Et là, vous pouvez les suivre, ça se déroule pareil au fur et à mesure que vous avancez. Et cerise sur le cadeau, ça c'est offert, c'est notre cadeau, c'est l'application. On va vous la montrer. L'application, alors ça c'est encore un peu l'ancienne, elle était remise à jour, elle est beaucoup mieux maintenant. Mais regardez dans la 3e colonne, si vous regardez, si vous êtes attentif, vous avez les cours, donc vous avez la présentation écrite, présentation audio, etc. Et donc vous pouvez les écouter directement sur l'appli ou les télécharger comme vous voulez. Et vous avez cette possibilité. Et en plus de ça, ça c'est vraiment le cadeau, en plus qu'on vous fait déjà, l'appli déjà est gratuite, alors qu'ailleurs souvent on la paye, là elle est gratuite, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien du tout, et vous avez plein de gratuits. Vous avez les méditations collectives du dimanche, auxquelles vous pouvez participer, mais vous avez aussi tous les replays, vous avez des extraits de stages qui sont donnés, de séminaires aussi, auxquels vous pouvez accéder tout à fait gratuitement, il y a des pratiques qui sont données aussi, vous avez, et tout ça c'est en complément du cours, on vous l'offre, vous avez les balades de Bruno, donc vous avez vraiment un vrai soutien tout au long de votre démarche. Et vous pouvez la télécharger très facilement, vous tapez sur Google Play ou Apple Store, méditer avec Bruno Lallemand, et vous la téléchargez. Si vous avez déjà créé un compte chez nous, eh bien, il suffit de mettre vos identifiants, et sinon vous pouvez créer un compte. Donc voilà, on peut enlever l'image. Voilà, alors combien ça coûte tout ça? Je vous disais tout à l'heure, si vous allez voir un coach, c'est entre 30 et 150 euros à peu près, même parfois j'ai vu 200 euros, et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Donc imaginez 31 clés, 31 semaines, ça fait un peu beaucoup quand même. Et là, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. On va afficher la petite image aussi là. Si vous commandez dans les 24 heures, je vais vous expliquer pourquoi. Vous ne payez que 11,29 € la leçon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne payez un programme de 9 mois, 249 €. Alors vous pourriez vous dire, 9 mois, mais c'est long. En fait, non, c'est tout l'inverse. Les gens nous disent, quand ils arrivent au bout de 9 mois, ah, mais c'est déjà fini. Et c'est pour ça qu'ils recommencent, parce qu'ils trouvent ça tellement agréable. Vous allez vous enrichir. C'est pour toute votre vie. Ça va vous servir vraiment toute votre vie. Donc, pourquoi est-ce qu'on met 24 heures? Parce que nous, on ne veut pas prendre trop de monde. Parce qu'on doit traiter énormément d'emails. Donc, c'est pour ça qu'on a bloqué à 24 heures. Vous essayez, et vous avez 24 heures pour essayer. Et vous allez bénéficier de ce tarif. Franchement, vous vous rendez compte? Vous prenez un cours d'anglais, c'est 40 balles. Là, 11,29 €. Donc, c'est tout simplement... parce que moi, mon but, c'est vraiment de le rendre accessible à tout le monde. Mais c'est pas tout. Alors, vous voulez le détail, vous allez sur coursbruno.fr et regardez ce qu'on vous offre en plus, si vous commandez sous 24 heures. 5 jours de stage en vidéo. C'est des enregistrements, vous allez voir, c'est d'une richesse, vous avez l'impression d'être dans le stage. Normalement, ça vaut 150 €, on vous le fait, on vous l'offre en cadeau. Vous avez un atelier complet en vidéo sur la confiance en soi. C'est un atelier que j'ai donné à Paris. Vous verrez, c'est passionnant. C'est 9 vidéos d'1 heure et plus 2 vidéos de 15 minutes. Là, c'est pareil, c'est cadeau, c'est offert pour vous. Et tous les mois, vous allez recevoir ce qu'on appelle le CD du mois. C'est en téléchargement, on l'appelait CD pour la forme. C'est en téléchargement. Ce sont des extraits de stages qui vont compléter vos cours. Et donc, tout ça, vous êtes offert. Si vous deviez payer tous les bonus plus le truc, vous en auriez pour au moins 1000 balles. Et là, ça ne vous coûte que 249 € que vous pouvez payer en plusieurs fois, jusqu'à 4 fois. Voilà. On peut revenir. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, si vous avez envie. Vous avez toute la liberté. J'insiste, c'est quelque chose qui va vous servir, mais toute votre vie et dans toutes les situations de votre existence. Testez-la tout de suite après. On va vous laisser avec le témoignage d'un psychiatre, membre du comité éthique des hôpitaux de France. Et vous verrez, c'était pour vous montrer, parce que on pourrait vous mettre aussi, on a des témoignages de scientifiques, parce que ce sont des personnes qui ont un sens critique assez poussé, et donc ils vous laissent rien passer. S'ils sentent que bon, il y a un truc pas net et tout, et là, docteur Cyril Assif-Thomas a même préfacé la démarche, parce qu'il en a reconnu la valeur, il suit les cours lui-même, il est venu en stage, et vous allez voir, on va vous laisser avec, il va vous dire ce qu'il en pense. Et c'était un peu notre gage de sérieux.
Voilà. Donc c'est à vous de décider, mais je pense que si vous apprenez à vous aimer, et si vous vous aimez d'ailleurs, vous feriez ce cadeau. Donc voilà, si vous aimez assez bien, faites-vous ce cadeau, et vous ne le regretterez pas, parce que toute votre vie, c'est quelque chose qui vous servira, on sera toujours là. Mais maintenant, c'est votre liberté. Allez, passez une bonne soirée, puis surtout, merci d'être venu, de prêter intérêt à ce genre de démarche, parce que je sais que ça peut changer la vie. Au revoir. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent, c'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander, on peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, hein, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait. C'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire. Et ça, c'est rare. Bruno, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.